Voilà. Bonjour, aujourd'hui nous sommes réunis pour parler de l'affaire Raoult, Didier Raoult. Moi je suis un sociologue des sciences et aujourd'hui on va écouter un de mes élèves biologistes qu'on va appeler Marc pour maintenir l'anonymat vu que la situation autour de Raoult est très émotionnelle et assez clivante. Et celle-ci va être une petite présentation des principaux problèmes d'ordre épistémologique. Hein. Épistémologie, c'est la branche de la philosophie qui réfléchit aux conditions de la validité de la connaissance. Et c'est-à-dire donc comment est-ce qu'on produit une connaissance valide et fiable, et aussi de sociologie des sciences, c'est-à-dire comment est-ce que la science fonctionne et comment est-ce qu'elle doit fonctionner, comment est-ce qu'elle fonctionne dans le cas de Didier Raoult. Cette présentation va être courte, mais aussi elle ne va pas être exhaustive. Donc voilà, je laisse la parole à Marc qui va nous présenter un peu les points fondamentaux de cette controverse autour de l'hydroxychloroquine. Et c'est surtout lui qui va parler, mais je vais peut-être aussi intervenir quelquefois pour compléter sa présentation. Vas-y Marc, merci beaucoup. D'accord, alors du coup, on va parler de la controverse autour de l'hydroxychloroquine. Alors, déjà, du coup, qu'est-ce que c'est l'hydroxychloroquine? En fait, c'est un médicament qui est utilisé pour traiter par exemple la malaria ou le lupus. Le lupus, c'est une maladie auto-immune. Or, on sait que l'hydroxychloroquine, c'est dangereux principalement à cause des effets inflammatoires. Donc, on peut comprendre le rapprochement entre les deux. Euh, Grossièrement dit, la controverse, en gros, c'est que l'hydroxychloroquine est présentée comme un remède miracle, avec des études un peu contradictoires et un débat public assez confus. Au centre de toute cette polémique, on a Didier Raoult, qui est infectiologue et dirigeant de l'IHU, l'Institut hospitalier universitaire Méditerranée Infection, à Marseille. Alors ici, on va faire une petite chronologie, mais c'est une trame générale et je vais développer un peu chaque point, enfin tous les points importants. Par exemple, on peut parler de l'étude que Didier Raoult a publiée avec seulement 15 jours de test, ou alors de tout début de la pandémie, quand il avait tout de suite été assez radical et polémique dans ses dires. On peut se parler du coup de quand Trump a vanté l'hydroxychloroquine, du coup tout de suite les politiques s'en sont emparés. Euh, Ensuite, plus tard, il y a eu des études qui ont montré que le traitement hydroxychloroquine plus azithromycine, un antibiotique, qui est le mélange des deux, c'est ce que prône Raoul, Nicky Raoul. Il y a des études qui ont montré plus tard que c'était pas très efficace et même que l'association des deux avait une mortalité plus élevée. On peut aussi noter par exemple quand le laboratoire Sanofi qui vend l'hydroxychloroquine en France avait écrit au ministre pour demander euh, à ce que les HU ne puissent plus acheter beaucoup d'hydroxychloroquine parce qu'ils en achetaient beaucoup. Euh, et aussi, on peut noter la sortie du film Dog, donc un documentaire conspirationniste qui a eu un très très grand succès. Alors pour commencer, pourquoi est-ce que l'hydroxychloroquine est plus fort de tout ça et pourquoi pas une autre molécule? Alors ça peut commencer avec des études in vitro et une première étude clinique chinoise. Et tout de suite, Didier Raoult fait une déclaration, on en a déjà parlé. Euh, Ensuite, il a sorti une étude le 20 mars 2020 qui avait beaucoup de problèmes, mais on va revenir plus précisément sur cette étude en particulier. Il a aussi publié deux autres études qui ont des problèmes dont on va parler tout de suite parce que je ne vais pas les développer. Donc par exemple, il n'y a pas de groupe témoin en fait. Et l'absence de groupe témoin en fait, c'est un assez grand problème parce que pour avoir des résultats exploitables, euh, quand on fait une étude, on va avoir un groupe donc, sans hydroxychloroquine et un groupe avec hydroxychloroquine. Et on veut qu'ils soient dans les mêmes conditions, à l'exception de l'hydroxychloroquine ou de l'absence d'hydroxychloroquine. Pour pouvoir mesurer vraiment uniquement l'impact de l'hydroxychloroquine. Le groupe témoin, c'est vraiment primordial en sciences. Et donc, dans les deux autres études, il n'y en avait pas. Donc, on pourrait se dire qu'on pourrait utiliser un groupe témoin d'une autre étude ailleurs. Mais en fait, l'IHU n'a pas la même population qu'ailleurs. D'ailleurs, sa population est un peu plus jeune. Donc, les résultats seraient plutôt biaisés en faveur de l'hydroxychloroquine. En plus, il y a eu des questions
des questions éthiques un peu floues en fait sur ces deux études et de consentement. Et là, on peut noter qu'avant même, alors avant toute la polémique en fait, on savait que l'association d'hydroxychloroquine et des azithromycine pour des patients plutôt âgés, donc victimes malheureusement du Covid, entraîne des risques cardiaques en fait. On le savait déjà, donc c'est pour ça qu'il y a eu une grande polémique. Donc je me pense, là ici, je parle des premières études, hein, il y en a peut-être eu d'autres, mais je me concentre sur celle-là en particulier. Et il n'y en a pas eu énormément au tout début, et c'est celle-là que Didier Raoult mettait en valeur. C'est des études que l'équipe de Didier Raoult lui-même, elle-même a fait. Ces études dont tu parles là, c'est des études que l'équipe de Raoult a fait, pas des études en général. Oui, oui, c'est celle de Didier Raoult. Voilà. Et donc, Il y a son nom dans les articles. voilà. C'est le dernier parce qu'en général, c'est le dernier auteur d'un article, c'est celui qui, en quelque sorte, donne. C'est celui qui a établi l'école, hein, l'école intellectuelle, l'école scientifique. C'est pour ça qu'il est à la fin. Donc vas-y, prenons cette étude dans les détails, un peu en répétant ce que tu viens de dire parce que tu l'as dit assez rapidement. Donc tu peux prendre le temps analyser un peu les points faibles en fait de cette étude d'un point de vue épistémologique, c'est-à-dire d'un point de vue de la validité de la connaissance. Vas-y, c'est à toi. Alors, il y a eu des problèmes du coup méthodologiques dans cette étude. Alors déjà, l'étude elle est en open label, donc ça veut dire que en gros tout le monde sait ce que tout le monde a. Donc il peut y avoir déjà à ce niveau-là des biais, donc on sait qui reçoit de l'hydroxychloroquine et qui n'en reçoit pas, qui est dans le groupe témoin et l'ensemble. Alors que normalement, il faut dire qu'il ne faut pas dire ce qu'on donne aux populations en étude parce que le fait de savoir ce que l'on reçoit, ça peut affecter les résultats en quelque sorte. L'effet placebo. L'effet placebo, exactement. Parce que quand on donne quelque chose comment dire, quand le groupe témoin, c'est-à-dire le groupe de personnes qui ne reçoit pas l'hydroxychloroquine, croit la recevoir, ceci peut mettre en valeur, enfin peut dévoiler un effet placebo ou pas, en fait. L'effet placebo étant une sorte de impact positif de l'administration du médicament, alors que le médicament n'en est pas un. Donc il faut bien distinguer si c'est bien le médicament qui améliore la situation ou si ce n'est qu'un effet psychologique. Voilà. Donc ça c'est pour le premier point. Ensuite, sur le côté aléatoire, vas-y. Et ben, le problème, c'est qu'en fait, si on veut pouvoir comparer le groupe témoin et le groupe hydroxychloroquine, il faut qu'il soit, on l'a dit, il faut qu'il soit identique en tout point, sauf sur le point de l'hydroxychloroquine. Le problème, c'est que c'est non-randomized, donc en fait, ça veut dire que on ne choisit pas du tout au hasard. En fait, il y a un choix qui est fait à un moment, et ça, c'est un problème. Le fait qu'il y a un choix, que tel individu reçoive l'hydroxychloroquine, que tel individu ne le reçoive pas, il y a un biais du coup, parce qu'on forcément, on se demande quels sont les critères pour que les gens reçoivent de l'hydroxychloroquine ou pas. Donc, par exemple, ça pourrait être biaisé et les gens qui reçoivent de l'hydroxychloroquine ont en fait déjà de base plus de chances de survie ou moins de chances de survie. Et du coup, donc, voilà un biais important quand même. Il y avait aussi Ensuite, notamment un problème avec la composition de la population, n'est-ce pas? Elle est plus jeune, n'est-ce pas? Tu peux dire un oui, mot là-dessus? alors ça c'était pour les deux autres études d'avant. Ah, Comme il n'y ok, avait pas de pardon. groupe témoin, Mhm. on pouvait partir du principe que peut-être qu'ils comptaient comparer les données avec un groupe témoin d'ailleurs, sauf qu'en fait, déjà il y a plein de différences entre l'étude qu'ils ont fait là parce que du coup il y a d'autres facteurs que l'hydroxychloroquine qui vont changer. Mais en plus, comme ils ont une population plus jeune, ils vont en moyenne avoir des meilleurs résultats en fait. Mhm. Parce que comme on le sait, les populations les plus à risque sont les populations les plus vieilles. Donc si dans certaines études de Didier Raoult, il y a relativement peu de vieux, c'est-à-dire relativement peu de personnes à risque, et bah, du coup forcément le résultat de l'impact du médicament va être faussé, biaisé. Voilà. Bon, du coup j'ai anticipé sur les deux autres études. Je te laisse déployer et je me tais. Vas-y, vas-y. En l'occurrence, je vais surtout me concentrer sur celle-là. Les deux autres, on est passé assez rapidement dessus Ok, avant. Et comme ici, au moins, il y a un groupe témoin, je préfère développer sur celle-là. ok.
Et du coup, d'autres problèmes qu'il y a, par exemple, sur cette étude, c'est ce qu'on mesure, en fait. Ce qu'on mesure, c'est en fait, pour qu'un patient soit un succès, et qu'on considère que ça a marché, le traitement qu'il a reçu a marché, qu'il a reçu de l'hydroxychloroquine ou pas, c'est le fait qu'il soit PCR négatif au jour 6. Donc, Explique, c'est-à-dire qu'on explique, mesure la explique qu'est-ce charge que. virale. Ouais, voilà. PCR, c'est la mesure de la charge virale. Et pas Voilà, la, de la charge virale. et pas la mortalité. Voilà, on ne mesure pas, en fait, on ne vérifie pas si les patients sont sains, on vérifie s'ils sont contagieux, en fait. Euh, et donc, déjà, rien que ça, bon, on pourrait se poser la question de pourquoi, mais en plus, le fait qu'on mesure que au jour 6, que ce soit ça le succès, ça pose. Bah, on peut se poser plein de questions, enfin, c'est assez arbitraire comme choix. Donc, en plus, la mortalité, elle arrive généralement après le jour 6, en fait. Euh, ensuite, on peut mentionner qu'il y a eu quelques petits problèmes parfois, il y avait des enfants dans l'étude qui avaient moins de 10 ans, et du coup, bon, ça a été classé sans suite par le procureur de Marseille, mais non. Il y a des problèmes éthiques là-dessus, ok. Il y a quelques problèmes. Et puis tout à l'heure, tu m'avais aussi mentionné le fait que apparemment il y avait quelqu'un qui était mort au jour 7. Non, 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 en fait, en gros, dans l'étude, il y a quelqu'un qui était PCR négatif au jour 2 Ah, ah, et qui est mort au jour 3. ok, Cette personne a été sortie de l'étude. ah, ok, C'était un patient hydroxychloroquine. ok, Alors ça, je vais en reparler après, les gens qui ont été sortis de l'étude, c'est un peu louche. ok, Mais en fait, ce que je voulais dire, c'était que en fait, la méthode de succès en fait, d'un patient est un peu étrange, parce qu'en fait, s'il y a un patient qui est PCR négatif au jour 6 et qui meurt au jour 7, supposons, et ben en fait, il aurait été considéré comme un succès, alors que le patient est quand même mort, en fait. ok, Donc, parfait. voilà. Donc on ne mesure vraiment Est-ce que pas tu l'état de sais, santé. pardon Marc, est-ce que tu sais quel est moyennement, enfin, comment dire, les personnes qui finissent par mourir de la Covid, en moyenne, ils meurent combien de jours après avoir été diagnostiqués? Tu sais ça ou pas? En moyenne, Non, tu le bah, en sais tout cas, pas. c'est Ouais, après jour 6 en tout cas. ouais, ok, ok. C'est genre 10 jours, 2 semaines plus tard, n'est-ce pas? Un truc comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Ok, ok. Bon, en tout cas, c'est pas dans les premiers 6 jours que l'on constate le plus grand nombre de mortalité. Ok, vas-y, continue. Après, à cette époque aussi, il n'y avait pas beaucoup d'informations, mais quand même, le jour 6. C'est certainement pas Euh, suffisant, ouais. alors, avant de revenir un petit peu sur ce problème de gens qui ont été sortis de l'étude, j'aurais juste noté qu'il y a eu quelques problèmes de conflit d'intérêts, Mhm. puisque il y a quelqu'un qui a aidé à rédiger, enfin quelqu'un qui a travaillé dans l'étude, qui a aidé à rédiger l'article, qui était aussi était en chef, enfin dans de la revue dans laquelle l'article a été publié en fait. Donc il y a un problème de conflit d'intérêts, c'est-à-dire que même si l'étude n'avait pas été très bonne, mais en fait elle aurait quand même probablement été, d'ailleurs elle n'est pas très bonne, mais elle Elle a est quand pas même très été bonne publiée, et probablement parce qu'il était dans les. elle est pas Oui, très bonne et elle a été publiée. En fait, ça c'est ouais. un point qu'on peut déjà anticiper hein, dans notre plan qu'on avait. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la science, enfin les sciences, fonctionnent par de la recherche qui est faite dans des laboratoires et ensuite les résultats de des recherches sont publiés dans des revues. Or, ces revues-là, normalement, elles doivent être les plus variées possibles. Donc, en tant que scientifique, tu ne vas pas publier toujours dans la même revue, d'autant moins si dans cette revue, tu as un ami qui est dans le comité éditorial, voire toi-même. Enfin, c'est-à-dire, si je publie dans une revue dans laquelle moi, je suis l'un des membres du comité éditorial, il y a évidemment un conflit d'intérêts. Et ensuite, on le dit pour les auditeurs qui ne le savent pas, mais il y a aussi, justement pour éviter ce genre de problème, déjà une règle non écrite des scientifiques, quelle que soit la discipline, hein, sciences humaines, sciences naturelles, sciences médicales, peu importe, c'est-à-dire de publier dans un max de revues différentes. Et ensuite, à chaque fois, il y a la méthode du double aveugle, c'est-à-dire que l'auteur ou les auteurs sont anonymes vis-à-vis des relecteurs et vice-versa. C'est-à-dire que les articles passent en revue sont passés en revue par d'autres experts de la même discipline, mais les revieweurs d'un côté et les auteurs de l'article de l'autre côté ne se connaissent pas, ne connaissent pas l'identité l'un de l'autre.
pour éviter justement qu'il y ait un conflit d'intérêts, un conflit comment dire, dans ces cas, un conflit d'intérêts, c'est-à-dire une amitié, ou voire une coïncidence de personnes, ou alors, dans d'autres cas, une antipathie, ou alors des facteurs qui ne sont pas purement scientifiques. Et Didier Raoult, par cette publication, et comme on verra après, par la plupart des publications dont lui il vante beaucoup ses nombreuses publications, et bah, la plupart de ces publications sont faites dans des revues dans lesquelles soit il a des amis dans le comité éditorial, soit lui-même fait partie de ce comité éditorial. Voilà, je te restitue la parole. En cette l'occurrence, on va en reparler un peu plus tard. Mais avant, du coup, repassons au problème du coup, de cette étude. Épistémologique, ouais, Encore un autre épistémologique. problème, c'est le fait que l'échantillon est extrêmement faible. En fait, en tout, il n'y avait que 42 patients. Enfin, au départ, il n'y avait que 42 patients. Donc, c'est un échantillon extrêmement faible. En fait, généralement, on parle plutôt de plusieurs centaines. C'est très compliqué de faire des statistiques, en fait, avec que 42 patients. Donc, il y a ce problème-là. Ensuite, du coup, on peut voir, avec ce petit schéma, comment ont été réparties les différentes personnes. Donc, il y en a 26 qui sont dans le groupe hydroxychloroquine ou hydroxychloroquine et azithromycine, et 16 qui sont dans le groupe contrôle. Si on s'intéresse au groupe hydroxychloroquine, c'est-à-dire qu'ils ne oui, pardon, non, c'est-à-dire les 16 font partie du groupe témoin, c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent pas l'hydroxychloroquine. Mais peut-être que ouais, et tu y reviendras, ces 16 personnes font pas partie de l'hôpital de Dieraout, c'est bien ça? C'est ça. Alors d'abord, je vais juste parler du groupe hydroxychloroquine. Donc il y a 6 personnes qui ont été sorties de l'étude, en fait, dont 3 qui sont en réanimation et un mort. Donc le mort, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était PCR négatif au jour 2 et mort au jour 3. Alors, ces 6 personnes, à la limite, si on avait sorti aussi des gens du groupe contrôle, on pourrait comprendre. Et comme là, on sort vraiment juste, on enlève de l'étude, on enlève des statistiques, des gens uniquement du groupe hydroxychloroquine, ça pose vraiment un problème. On a presque l'impression que les cas qui n'ont pas marché, ils ont enlevé. Et par contre, dans le groupe contrôle, si ça n'a pas marché, ils le laissent, parce que du coup, comme ça, l'hydroxychloroquine a mieux marché. Alors, c'est peut-être alambiqué, mais en tout cas, on pourrait penser à ça. C'est un peu étrange de ne pas avoir l'information sur le groupe contrôle. Et lui, donc, il donne pas de. Enfin, les auteurs, dont Raoult, ne donnent pas de argumentation pour cette sortie de ces cas, ou ils donnent une argumentation? Pas vraiment, en fait. On peut regarder sur la slide d'avant. Par exemple, un patient est mort au jour 3, et en fait, ils l'ont juste retiré, en fait. Et ils donnent pas beaucoup d'explications, en fait, sur les gens qui sont partis. Non, il donne aucune. Là, je Non. vois aucune justification. Ok, bon, vas-y, continue. Alors, en plus, il y a la façon dont ça a été réparti, 14 hydroxychloroquine, 6 hydroxychloroquine plus azithromycine. Encore une fois, là, on a déjà parlé, comment ils ont réparti les patients, ça, c'est une grande question, il peut y avoir des gros biais là-dessus. Passons maintenant au groupe contrôle. Alors, le groupe contrôle, c'est soit des gens qui ont refusé de prendre l'hydroxychloroquine, soit des gens qui n'étaient pas à l'IHU, en fait, et du coup, ils ne pouvaient pas faire l'expérience sur eux. En fait, juste, ils n'étaient pas à l'IHU. En fait, ça pose beaucoup de problèmes, le fait qu'ils n'y soient pas. Parce que ce qu'on veut dans un groupe contrôle, c'est que tout soit identique à l'autre groupe, à l'exception de ce qu'on veut mesurer, qui est dans l'hydroxychloroquine. Mais s'ils ne sont pas à l'IHU, les conditions ne peuvent pas en fait être identiques. Par exemple, le traitement de base, il n'est pas forcément exactement identique. Le PSR, peut-être qu'il est fait, il est prélevé, peut-être que le prélèvement est fait très légèrement différemment. En plus, d'ailleurs, le groupe contrôle n'a eu des PCR que tous les 2 jours, alors que le groupe d'oxychloroquine a eu des contrôles tous les jours. Ça fait une différence de plus. Donc c'est encore plus dur de comparer les 2 groupes. Enfin, peu de différence, moyen de précision, et on ne peut pas savoir si c'est vraiment l'hydroxychloroquine qui est responsable des variations entre les 2 groupes, en fait. Ok, vas-y, continue. Alors, après, plus tard dans l'année, il y a eu d'autres études. Il y a une première étude de recette qui a montré l'inefficacité de l'hydroxychloroquine, mais qui a été rétractée, en fait, à cause de manque de traçabilité des données. Donc, les données de plein d'hôpitaux du monde entier. Et parce que c'était une méta-analyse, et je vais en reparler plus tard. Et en fait, c'était difficile de le retracer. Il y a eu une preuve qu'en fait, un hôpital en Australie, en fait, les informations venaient de Chine, quelque chose comme ça. C'était pas traçable. Donc, en fait, l'étude a juste été retirée. Et ça joue en faveur
des gens qui défendaient l'hydroxychloroquine. Excuse-moi, Ensuite, il y a eu Marc, juste pour spécifier ce que c'est qu'une méta-analyse. Une je vais, méta-analyse. Ah oui, vas-y, vas-y. je vais spécifier tout de suite en fait. Je montre juste qu'il y a quelques études là qui ont montré une absence d'efficacité, voire une surmortalité de 27% pour l'association hydroxychloroquine et azithromycine. Tout de suite, je passe du coup à la méta-analyse qui a montré ça. Et du coup, donc, la méta-analyse, c'est en fait quand on prend plein d'études différentes euh, et en fait on va pouvoir faire des statistiques avec un nombre énorme de personnes. En fait, on parle de milliers de personnes. En plus, on va pouvoir mesurer les biais. Et cette méta-analyse-là, par contre, on peut tracer des données. Donc, elle est déjà plus fiable. Donc, Si tu as quelque donc, chose à donc, rajouter, peut-être sur donc, les oui, oui, méta-analyses. je rajoute justement. Donc, une méta-analyse, c'est lorsque les auteurs de ces deux articles, parce que là on parle de deux méta-analyses différentes, hein, celui du Lancet, celle du Lancet qui a été retirée par des conflits, à cause des conflits d'intérêts, et toi tu as mentionné que le côté épistémologique, c'est-à-dire cette étude-là n'était pas fiable parce que les données sur lesquelles se basait cette méta-analyse n'étaient pas traçables, donc aucune fiabilité. Donc, mais il y avait aussi un problème de conflit d'intérêt avec les auteurs de cette étude. Bon, ça c'est la raison pour laquelle cette première méta-analyse a été retirée, et comme tu l'as dit, ça a effectivement rapporté de la crédibilité aux supporters, aux tenants de l'hydroxychloroquine en disant, voyez, ceux qui veulent, nos détracteurs sont en réalité pas crédibles. Bon, ça c'est une première chose. Mais le truc c'est qu'il y a eu aussi d'autres études, et donc celui-ci que l'on voit dans cette slide, qui est aussi une méta-analyse, c'est-à-dire une analyse de plein d'études qui, eux, chacune de ces études fait une recherche avec groupe hydroxychloroquine et groupe témoin et donne ses résultats. Donc, quand on fait un article méta-analytique, on prend les résultats de plein d'études différentes spécifiques et on fait des analyses statistiques, comme tu l'as dit, sur les résultats spécifiques de chacune de ces études précises. Et cette étude-là que tu me cites en ce moment-là, elle est déjà plus crédible que celle de Lancet parce que il n'y a pas eu de rétractation à cause de conflits d'intérêts, et les données qui sont méta-analysées, elles sont traçables à la différence de l'étude d'avant. Voilà. J'espère que ça soit plus clair maintenant. Vas-y, continue. Oui, donc cette méta-analyse, donc on va regarder en fait en quoi elle est intéressante. Donc déjà, euh, ce qu'on mesure en fait, c'est pas la charge virale, mais plutôt le taux de survie en fait des patients du Covid. Donc ce qu'on mesure, c'est si les patients sont sains en fait. Ce qui est Et finalement ce qui nous intéresse véritablement, plus que la charge virale. ouais, en effet, même si on pourrait se dire peut-être euh, pour éviter la contamination, mais c'est quand même plus intéressant, surtout qu'en plus l'hydroxychloroquine était plutôt présenté comme quelque chose qui améliorait les conditions de vie des patients, pas comme quelque chose de préventif. Donc c'est plus intéressant en fait de mesurer toute survie. Et on peut voir dans la conclusion assez clairement que en fait l'hydroxychloroquine seule, elle change pas grand-chose en fait, mais que quand on combine hydroxychloroquine et l'azithromycine, il y a une mortalité en moyenne de 27%, enfin une surmortalité de 27% euh, chez les patients qui ont eu la combinaison en fait. Donc, pour résumer, au mieux, l'hydroxychloroquine ne sert à rien, et au pire, ça fait plus de mal que de bien. Voilà, bon, continue. Avec l'azithromycine. Oui, avec l'azithromycine pour être précis, ouais. C'est pas l'hydroxychloroquine en elle-même, ok. D'ailleurs, au cas où j'ai oublié de le préciser, l'azithromycine c'est un antibiotique. Ouais, ouais, Voilà. tu l'avais dit avant, mais c'est bien de le répéter. Vas-y, continue. Alors, ensuite on passe à autre chose. Du coup, il y a eu en fait un député pro-Tyrol qui avait publié une étude pour l'hydroxychloroquine dans une revue prédatrice. C'était une revue en fait qui est beaucoup moins exigeante et qui est beaucoup moins fiable du coup, mais dans laquelle on est presque sûr, si on paye suffisamment, de pouvoir publier. Et en fait, du coup,
l'article était publié du coup dans cette revue, et quelqu'un avait voulu montrer que cette revue était prédatrice et que ces articles ne valaient rien. Et quelqu'un du coup a publié un article totalement fantaisiste, euh, et, euh, et ça a marché. La personne a réussi à payer, a réussi à publier son article. Donc l'étude elle a été retirée, mais du coup en fait les gens n'ont pas vraiment retenu que c'était cette revue-là ou ce type de revue qui était un problème, et plutôt le système en fait de publication de revue. Ok. Ça partait peut-être d'une bonne intention, mais en tout cas, voilà, est-ce que ça n'a pas posé des problèmes vis-à-vis de la confiance du public dans la science? C'est toujours ça le problème, c'est-à-dire que les controverses scientifiques sont d'une complexité énorme, et puis comme elles sont filtrées par les médias, bah finalement le grand public qui n'a pas forcément les compétences scientifiques pour comprendre, ou alors les médias eux-mêmes en réalité simplifient, voire manipulent ou omettent des choses, et bah du coup les personnes en ressortent avec par exemple une des phrases qui m'a beaucoup frappé dans le documentaire Hold Up, sous lequel on va pas dire grand chose, mais je vais juste le citer pour ça parce que je l'ai regardé en tant que sociologue, et en fait il y a un auteur, quelqu'un qui est interviewé qui dit je sais pas ce que c'est le consensus scientifique, je sais pas ce que c'est le consensus scientifique. Bah, en fait, et donc, et plusieurs fois dans le documentaire, dans lequel on tisse les louanges de Didier Raoult, hein, parmi d'autres, en fait, le concept qui ressort beaucoup, c'est qu'en fait, la science n'est pas fiable, au fond, comme ne le sont pas ni comme ne le sont ni les grandes multinationales du médicament, donc ce qu'on appelle normalement Big Pharma, ni les politiciens, ni les médias. Or, en réalité, si on peut avoir des doutes, et des bons doutes, des bonnes raisons pour douter et on le voit avec les vaccins, de Big Pharma, si on sait, parce que beaucoup d'enquêtes journalistiques ont montré que les politiciens sont bourrés de conflits d'intérêts, si on sait que les médias appartiennent à des groupes d'intérêts, à des millionnaires, etc., donc si on a des raisons de douter de toutes ces sphères-là, en fait, on n'a pas raison de mettre dans le même sac toute la communauté scientifique en disant elle aussi n'est pas fiable. Donc, l'auteur de cette étude fantaisiste, hein, dont le titre est SARS-CoV-2, qui est le nom du virus qui donne la maladie Covid-19, était de manière inattendue plus mortel que le push scooter, ce qui devrait être peut-être les trottinettes. Donc, en fait, le titre dit, est-ce que l'hydroxychloroquine pourrait être la seule solution aux deux problèmes? Enfin, en gros, c'est une étude qui n'a aucun sens et qui a été quand même acceptée par cette revue spécifique qui s'appelle Asian Journal of Medicine and Health, qui fait partie de cette catégorie que l'on appelle revues prédatrices et qui ont la caractéristique suivante. Il y a des maisons éditoriales qui veulent profiter d'une situation, d'un contexte dans la science, qui est le fait qu'il y a beaucoup de compétition et que du coup, pour que les scientifiques avancent dans leur carrière ou obtiennent des fonds, ils ont besoin de publier beaucoup. Mais comme les bonnes revues sont un nombre limité, et bah, pas tout le monde arrive à publier autant qu'il voudrait dans les bonnes revues. Et alors, on assiste depuis quelques années à l'apparition de ces nouvelles revues qui, de la part des éditeurs qui les mettent en place, elles ont un intérêt économique, parce que pour publier dans ces revues, il faut payer. Mais d'un point de vue scientifique, ces revues n'ont aucun intérêt, parce que la plupart des articles qui y sont publiés, ils sont publiés parce que les auteurs ont payé, et non pas parce qu'il y a eu des reviewers, des relecteurs, qui les ont effectivement acceptés pas pour des mérites intrinsèques à l'étude elle-même. Et donc, l'auteur de cette étude a montré du coup la non-fiabilité de ces revues spécifiques, mais pas des revues scientifiques en général. Donc le grand public doit faire, et les médias aussi, devraient faire attention à ne pas mélanger les deux. C'est-à-dire que cette étude-là montre que seulement les revues prédatrices ne sont pas fiables,
mais que les autres revues sont beaucoup plus fiables, y compris de Lancet. Parce que le fait qu'il y ait eu effectivement une étude pas fiable, mais le fait que cette étude-là dans le Lancet ait été retirée, c'est justement le signe que la communauté scientifique fiable, hein, la plus fiable, a des anticorps, a des antidotes, a des, comment dire, des stratagèmes, des modes de fonctionnement qui évitent les abus. Donc voilà, ça c'est pour récontextualiser d'un point de vue sociologique cette étude-là. Vas-y, continue. Merci Marc, désolé pour prendre autant de place. Le problème, peut-être le mot que tu cherchais, c'était peut-être des garde-fous. Exactement, les garde-fous, merci beaucoup. Voilà. Ces revues-là ont très peu de garde-fous, alors que The Lancet a plus de garde-fous, et c'est pour cela que justement cette étude-là, qui était la méta-analyse dont on a parlé tout à l'heure, elle a été retirée. Vas-y, vas-y. Alors ensuite, du coup, on passe à autre chose. Du coup, en fait, pourquoi il y a eu une telle polémique autour de ça? Pourquoi est-ce que ça a autant posé problème, en fait? Ça a peut-être même plus posé problème que vous ne le pensiez. En fait, déjà, il y a la personnalité de Raoul. Alors, c'est pas une attaque personnelle, en fait. Je m'appuie sur différents articles. En l'occurrence, ici, je m'appuie sur un de Mediapart qui interviewe des gens de l'IHU. Ils disent tous à peu près la même chose. En fait, Raoul, il a une personnalité assez forte. Il veut souvent avoir raison, il est assez médiatique. Pour avoir raison, il hésitera. Il a déjà fait, il n'hésite pas à modifier parfois des résultats. Et comme il est assez influent, en fait, il est à la tête de l'IHU, les gens ne prennent pas le risque de dire quelque chose parce qu'ils tiennent à leur carrière. Ensuite, du coup, il y a la communication qu'il a fait sur l'hydroxychloroquine avant qu'on sache quoi que ce soit, en fait, qu'il y ait des études solides qui étaient faites. Ça a compliqué la recherche parce que les patients ne voulaient pas prendre le risque d'être dans un groupe contrôle qui n'aurait pas l'hydroxychloroquine, puisque selon eux, l'hydroxychloroquine était déjà un remède. Donc pourquoi prendre le risque de ne pas l'avoir? Donc ça a compliqué la recherche. En plus, ça a fragilisé les médecins. Donc, par exemple, on peut citer un infirmier interrogé par Les Jours qui dit que c'est tentant de céder quand un patient il fait absolument quelque chose, que l'infirmier il n'a absolument rien, mais il peut donner une hydroxychloroquine, il ne sait pas du tout que ça va marcher, mais ça rassure les gens. Donc, parfois, ils cèdent. Alors, ensuite, il y a eu aussi une pression médiatique. Donc, il y a eu des choses dans les colonnes du Figaro. Là, il y a eu des pétitions qui ont eu beaucoup de poids, puisqu'il y avait des anciens ministres de la Santé qui ont signé, qui ont même créé des pétitions pour l'hydroxychloroquine. Et puis, il y a eu beaucoup d'enjeux politiques aussi. Macron qui a rendu une visite à Didier Raoult. Trump qui en a beaucoup parlé, qui a même dit en prendre. Et puis après, il y a eu aussi un peu une résonance compostiste avec tout ça. Donc, c'était le documentaire Hold Up. Je pense que ici, Marc, si tu me permets encore une fois une intervention, c'est important de remettre dans une sorte de dans la perspective, en perspective tout cette affaire. Parce que Macron, au tout début, il y a une photo dans Le Monde, je pense que c'est sorti, hein, mais en fait, Macron, au tout début de cette affaire, il va rendre visite à Didier Raoult. Parce qu'à ce moment-là, Didier Raoult a une visibilité médiatique énorme, beaucoup de sympathie vis-à-vis de. Enfin, comment dire, le public a une certaine sympathie vis-à-vis de ce messieurs, parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui donne l'impression qu'il y a une solution assez facile. Et à ces moments-là, ses opposants, surtout les études scientifiques qui montrent l'inefficacité, voire la dangerosité de l'hydroxychloroquine avec l'antibiotique, sont pas encore là ou sont pas encore suffisamment médiatisés. Et donc en fait, voilà, c'est juste pour resituer Macron, et j'en profite aussi pour dire que il est important d'aller voir comment la position des gens change au fil du temps. Donc pour rester avec Macron, s'il fait comment dire, cette sortie médiatique à côté de Raoult au tout début, c'est parce que justement la controverse est au tout début et elle vient d'éclore et il n'y a pas encore d'études qui critiquent l'hydroxychloroquine. Mais quelques temps après, le gouvernement Macron, qui est critiquable sur plein d'aspects, mais il décide de ne pas utiliser l'hydroxychloroquine parce que, en fait, il faut le dire, l'hydroxychloroquine
au moins pour la Covid, est très peu utilisée ou presque pas utilisée un peu partout dans le monde. C'est-à-dire qu'elle est déconseillée un peu partout dans le monde. Et voilà, bon, voilà. Ça, c'est juste pour recontextualiser du coup la visite de Macron et puis le revirement de Macron dans un deuxième temps. Vas-y, continue. En tant qu'on en parle, je peux juste préciser que d'ailleurs Olivier Raoult a été invité au conseil des scientifiques regroupé enfin, d'experts sur le Covid créé par Emmanuel Macron. Mais assez vite, il est parti disant qu'il pouvait faire agir plus ailleurs. Oui, oui, c'est vrai. Voilà, juste quelque chose à ajouter. Alors ensuite, du coup, il y a, on peut parler, non pas de Raoult en particulier, mais enfin, plutôt de ses comportements d'un point de vue scientifique en fait. Donc il y a deux revues en particulier dans lesquelles il a beaucoup publié. En fait, il publie quasiment que là en fait. Il publie vraiment des milliers d'articles. Sauf qu'il est dans le comité éditorial de ces revues. Donc forcément, c'est très facile pour lui de faire passer ses revues, même si, de faire passer ses articles, même si euh, les, euh, les articles ne sont pas très bons. Enfin, vu qu'il est dans le comité éditorial, c'est du coup, il y a carrément un conflit d'intérêts. Aussi, il a perdu ses labels CNRS et INSERM. Il y a eu des comités scientifiques qui ont décidé que c'était pas, c'était pas conforme. Alors, je ne parlerai pas beaucoup des problèmes de harcèlement moral et sexuel dont il est au centre. Et aussi, contrairement à ce qu'il déclare, il a reçu beaucoup de financement privé. Donc, voilà, tout ça, c'est un peu louche. Peut-être que tu veux dire un mot sur la fiabilité Oui, des revues, ouais. quand il y a des revues Ouais, autopromotionnelles. ouais, déjà le fait que, enfin, là sur le dernier point, lui il est connu parce qu'il attaque justement Big Pharma ou les politiciens qui ont des conflits d'intérêts. Et en fait, lui-même, il en fait partie, hein, avec aussi Sanofi qui produit l'hydroxychloroquine. Et ensuite, d'un point de vue des revues, toi, tu as dit, et moi j'avais déjà introduit le fait que, bon, en science, c'est pas bien de publier dans une revue dans laquelle toi-même t'es partie et juge. Enfin, voilà. Et l'autre aspect, toujours de sociologie des sciences, hein, ça c'est plutôt sociologie des sciences, hein, plus que épistémologie, parce que l'épistémologie, comme on disait tout à l'heure, ça nous permet de critiquer la méthodologie suivie dans ces études, mais d'un point de vue de sociologie des sciences, il y a des pratiques assez détestables, on peut le dire, hein, de la part de Raoult et de son équipe, dans les activités d'autocitation. Je m'explique. Il y a deux articles publiés par Yves Gingras, hein, Gingras. Par exemple, un est paru dans The Conversation, et dans lesquels, en fait, ce sociologue des sciences canadien fait une analyse scientométrique, c'est-à-dire on mesure le taux enfin, le nombre de publications et le taux de citation de ces publications-là. Et donc, ce qu'il a montré, c'est que quand on analyse de près les citations des articles de Didier Raoult, il y a beaucoup d'autocitations. Alors, j'explique encore une couche de plus dans cette affaire. Euh, dans la science, on a des indicateurs qui se veulent objectifs parce qu'ils sont quantitatifs. Et l'un des plus importants, c'est le taux de citation qu'un article reçoit par d'autres articles. C'est-à-dire que, par exemple, et ça c'est l'exemple que donne Yves Gingras, les articles de Einstein, l'un des plus grands génies de la science et en particulier de la physique, les articles de Einstein ont beaucoup de citations, hein, comme on pourrait s'attendre évidemment. Sauf que les articles de Didier Raoult ont plus de citations que les articles d'Einstein. Donc déjà, on pourrait se dire, ah voilà, donc scientifiquement, si on suit cette porte d'entrée, cet indicateur, on pourrait penser que Didier Raoult a au moins la même valeur scientifique qu'Einstein, voire plus. Sauf que si on se rend compte que du fait que
la plupart des citations des articles de Raoult sont faits par Raoult lui-même dans d'autres articles. C'est-à-dire que dans des articles postérieurs, il cite ces articles antérieurs. Et bah, on s'aperçoit du coup que c'est que l'indicateur qui fait voir que lui, il a beaucoup d'impact dans la communauté scientifique, en fait, c'est un indicateur gonflé artificiellement. Voilà l'autre aspect qui, du coup, remet en doute cette chose, comment dire, parce que Raoult est toujours présenté, enfin aujourd'hui un peu moins, mais il a pendant longtemps, au tout début de l'affaire, de l'année 2020, a été souvent présenté comme unanimement un grand expert qui avait beaucoup de renommée internationale, parce qu'il avait beaucoup publié, et qu'il était hyper cité, etc. Donc voilà, ces études-là de sociologie des sciences aident à remettre à la juste place la valeur scientifique de Didier Raoult. J'ajoute quelque chose qu'on n'avait pas prévu de dire, mais qui est intéressant à dire, hein, Marc, le fait que ni toi ni moi, nous sommes ni infectiologues, ni virologues, ni épidémiologistes, ni médecins, mais on peut se dire que quand même c'est de bon sens le fait de dire que quelqu'un qui est expert en virologie, comme Didier Raoult, il n'est pas forcément expert en épidémiologie, parce qu'il s'agit des deux disciplines différentes. Or, le problème avec Didier Raoult, c'est que, au-delà de s'exprimer sur la virologie, dont il a certainement une expertise, il s'est beaucoup exprimé aussi sur l'épidémiologie de la maladie en question, de la Covid. Hein, par exemple, disant qu'au tout début, il s'agissait que d'une grippette. Ou alors, en disant pendant l'été 2020 que la deuxième vague allait pas avoir lieu. Lui, il a plusieurs fois dit, hein, tout ce que je dis, c'est facilement contrôlable sur Internet, hein, Didier Raoult a dit, vous inquiétez pas, la Covid n'est plus un problème, est derrière nous, à la rentrée, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, il n'y aura pas de deuxième vague. Et on a vu qu'il y a eu une deuxième vague. Et du coup, ce qu'on pourrait se dire, c'est qui parle. C'est-à-dire, ça c'est un bon critère pour nous tous, hein, en tant que citoyens, lorsqu'on est face à quelqu'un qui nous parle dans l'espace médiatique. Qui nous parle? Il nous parle par rapport à quoi? Est-ce qu'il est vraiment compétent sur la matière dont il nous parle? Est-ce qu'il est vraiment crédible sur la matière dont il nous parle, etc. Donc voilà, ça je pense que c'est des critères de autodéfense intellectuelle, si on pourrait dire, comme ça. Vas-y, continue Marc, parce que je pense que tu as encore une ou deux slides. Oui, c'est bientôt fini. Alors, du coup, avant de conclure, où est-ce qu'on en est maintenant, en fait? Aujourd'hui, il y a des progrès sur la prise en charge des malades, mais il y a toujours pas de remède miracle, hein. Même le vaccin, c'est pas un remède miracle. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, l'IHU continue de prescrire du Plaquenil, donc le médicament qui contient de l'hydroxychloroquine. Il y a même eu une pénurie. Je ne sais plus si c'était en novembre ou en décembre, mais il y a eu des pénuries, ce qui est un problème, parce que, on l'a dit, l'hydroxychloroquine est utilisé pour des gens atteints du lupus, qui est une maladie auto-immune, donc ils en ont besoin absolument toute leur vie, et c'est crucial qu'ils en aient. Donc s'il y a une pénurie, c'est vraiment dangereux pour ces gens-là. Il y a eu des plaintes d'ailleurs qui ont été déposées pour charlatanisme, entre autres. Ensuite, pour conclure, tout ça c'est une affaire assez complexe, mais qui met en lumière différents enjeux. Donc, il y a des études qui sont biaisées, des protocoles qui sont assez douteux, voire même de la fraude scientifique parfois, de l'autopromotion scientifique, et un certain clivage du débat public autour de sa personne. Ouais, moi je veux peut-être rajouter avant de conclure, et je te remercie Marc vraiment du temps qu'on a pris pour faire ça, que tu as pris pour faire ça. Autour de ce dernier point, parce que moi je pense que c'est vraiment un aspect assez problématique, c'est-à-dire que lorsque aujourd'hui, dans les repas de famille, ou dans la rue, ou dans les médias, l'on parle de Covid-19, ou encore plus dans le cas de l'hydroxychloroquine, c'est pas possible en fait d'aborder le problème sans faire mention à Didier Raoult.
Et je pense que c'est assez problématique parce que on doit pouvoir continuer de débattre autour de ces questions, mais sans que la personnalité de Didier Raoult, c'est-à-dire qu'une seule personne, soit disons, l'élément structurant du débat. Enfin, je trouve assez absurde que l'on doive prendre position pro ou contre Didier Raoult dans l'espace public lorsqu'on parle de ces questions-là. C'est-à-dire, la personne elle-même, enfin Didier Raoult a réussi habilement à prendre beaucoup de place. On pourrait voilà, faire une analyse même psychologique du personnage, hein, mais bon, on s'en passe pour pas crisper justement les personnes qui nous écoutent et qui peuvent être extrêmement fascinées par le personnage, mais j'invite tout le monde à réfléchir sur le fait que là la question c'est Covid-19, hydroxychloroquine, comment on s'en sort, est-ce qu'on confine ou pas, est-ce que le confinement était la meilleure solution ou peut-être pas, parce que si on avait donné surtout si on avait évité de casser l'hôpital public depuis 40 ans, peut-être on n'en serait pas là et qu'on pourrait éviter de confiner. C'est ça les questions. Mais que l'on se laisse, comment dire, que l'on soit forcé à prendre position par rapport à une personnalité plutôt qu'à des questions, à des arguments, à des faits scientifiques, je trouve ça dommage et une sorte d'appauvrissement du débat public, et donc une dégradation de la qualité du débat public. Voilà, c'est sur quoi je voulais terminer, mais si tu veux toucher un dernier mot. Si Et tu bah veux... d'ailleurs, justement, ne nous faites pas confiance sur parole, en fait. On a une petite liste totalement pas du tout complète, vraiment, tout comme la présentation, il y a quelque chose que j'ai pas dit, de sources pour aller jeter un coup d'œil, voilà, ou faire pause. Non, plus que pause, ce que je pense, c'est que dans le YouTube, on peut juste copier-coller tous ces liens et ils vont être en description de la Tout vidéo. ça, Voilà. Merci Marc, pour en vraiment. mettre d'autres. Merci Marc. Et oui, je peux rajouter Bah, merci à justement, toi. je peux rajouter justement ce que j'ai cité par rapport à mon avis, ce qui pourrait être intéressant de rajouter, c'est un article de Mediapart qui ne porte pas directement sur Raoult, mais qui porte sur la casse de l'hôpital public, et puis les deux articles de Yves Gingras sur du coup l'élément autopromotionnel des publications de Didier Raoult. Voilà, on arrête là. Ok, Merci Marc. merci à toi. Ouais.